Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dédiée à DxO Photolab. Une fois n'est pas coutume, nous allons faire donc une vidéo d'édition de A à Z. J'aime bien ce format parce qu'il me permet à chaque fois de vous expliquer ma démarche, car je considère vraiment qu'il est plus intéressant d'apprendre à chaque fois sur une édition complète plutôt que simplement se focaliser sur un outil, car un outil, il faut toujours le contextualiser dans une édition plus globale à l'échelle d'une photo, et un outil peut avoir une incidence sur encore un autre outil, etc. Enfin bref, voilà. Donc, comme d'habitude, la vidéo est découpée en chapitres, hein, entre tout ce qui est recadrage, édition globale, édition localisée. Donc s'il y a des choses qui ne vous intéressent pas, n'hésitez pas à aller directement en fait à la partie qui vous intéresse, dans la barre temporelle rouge, hein, qui est juste sur le lecteur, hein, de la vidéo, ou alors directement dans la description, donc tout en bas du texte de la description de la vidéo. Sans plus tarder, commençons par un peu contextualiser la photo sur laquelle nous allons travailler. Alors la photo qui nous intéresse, c'est celle-ci. C'est une photo de paysage, de bord de mer, donc ça c'est chez moi sur la côte d'Opale. J'étais à Sangatte. Alors si vous ne connaissez pas Sangatte, c'est juste à côté de Calais, à l'ouest de Calais, c'est contigu de Calais. Et donc Sangatte, on est vraiment sur la côte d'Opale, et là la photo, vous voyez, elle a été prise donc 12 novembre 2024, donc c'est il n'y a pas très longtemps. Et surtout là, vous voyez sur l'ambiance, on est réellement sur les ambiances typiques de bord de mer que j'adore, avec des ciels énormes, très contrastés. Et là, en l'occurrence, vous voyez un gros ciel nuageux avec les rayons lumineux qui passent à travers. Et donc là, ce que vous voyez en fait sur la photo, donc là, je suis sur la plage, hein, donc à Sangatte. J'ai l'objectif qui est tourné vers l'ouest, hein, et là, vous voyez ici le cap Griné, qui est à vol d'oiseau à 13 km de ma position. Et voilà, donc là vous voyez un peu la courbure de la plage du sable, hein. Et en fait sur la gauche, juste au bord du cadre, on le voit pas, j'ai cadré serré exprès, et bien vous avez la falaise du Cap Blanc-Nez qui lui est en gros 1,5 km juste après. Donc voilà, et donc là vous voyez, vous aviez en fait, pour vous expliquer un petit peu la photo, moi j'aime beaucoup utiliser le téléobjectif aussi pour les photos de paysage, et là l'objectif pour moi c'était de cadrer serré pour mettre en avant cette lumière, car la photo c'est toujours une affaire de lumière. Et là il y avait un beau contraste, hein, justement entre cette lumière chaude et très intense, et en même temps ces nuages qui étaient plutôt froids et plutôt très sombres. Pour faire cette photo, j'ai utilisé donc mon Sony Alpha 7 Mark IV, hein, avec mon 70-200 2.8 et GM2 de Sony. Donc voilà, vraiment c'est mon kit que j'adore, hein, j'adore ce couple. Et en fait, là, vous voyez, du point de vue des métadonnées, enfin des exifs, donc ISO 100 f5 1/500 à 200 mm. Donc pour vous expliquer un petit peu ça, là, il n'y avait pas de difficulté, vraiment la lumière ne manquait pas, on était en fin de journée, même s'il faisait un peu sombre, il y avait quand même pas mal de lumière. 1/500 parce que j'avais repéré ici des oiseaux qui décollaient, donc je voulais les figer, donc il me fallait une vitesse un petit peu élevée, mais vu qu'ils étaient un petit peu petits et un peu longs, j'avais pas besoin d'une vitesse à 1 millième, 1 2 millième de seconde, 1/500 ça suffisait. Ensuite F5, parce que F5 c'est vraiment pour moi, là c'était le juste équilibre, pour avoir la netteté maximale, hein, c'est le sweet spot entre guillemets sur cet objectif. C'est un objectif extraordinaire, qui même des 2.8 est vraiment super, mais à F5 il donne le meilleur de lui-même, et là on atteint des niveaux qui sont très comparables, hein, vraiment au focal fixe prime, hein, c'est-à-dire au focal fixe de très haute qualité. Donc voilà. Ensuite, vous voyez ISO 100 pour équilibrer, et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai meilleure qualité d'image, et en prime, j'ai une plage dynamique qui est plutôt très large. Et là, sur ce type de scène, on va reparler, c'est quelque chose qui est très important. Donc là, quand on regarde la photo, donc elle est prise en RAW, hein, on a une photo qui, du point de vue de l'exposition, est un petit peu contrastée, et en fait, là, il faut faire une petite lecture de l'histogramme. Et c'est là où l'histogramme, alors je fais un petit point sur DxO Photolab, vous avez plusieurs canaux, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, vous voyez, là, ce qui est très intéressant, c'est d'utiliser plutôt l'affichage RVB plutôt que, par exemple, le canal L de luminance. Pourquoi? Parce qu'en fait, le canal L que vous avez ici, si seulement vous le mettez, vous voyez sur la photo que vous avez l'impression que la photo est légèrement sous-exposée, avec énormément de tons. Vous voyez ici, donc, dans les ombres, vous avez deux plages. Vous avez cette plage-là, qui est la plage des nuages, qui correspond à ce pic-là, qui est légèrement plus clair que ce pic-là, donc ici. Et là, au niveau de la plage, c'est légèrement plus sombre. Et ensuite, vous voyez, vous avez donc des tons qui sont un petit peu plus marqués ici. Et là, on pourrait se dire que c'est notamment le ciel. Et par contre, vous avez ici, donc vous avez vraiment une plaine. Et puis, vous n'avez pas d'infos. Et là, on se dit, oui, mais finalement, on aurait pu augmenter un peu l'expo. Oui, mais c'est là où c'est trompeur, en fait, ce canal de luminance. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, il faut comprendre comment ce canal est constitué, comment il est fabriqué par le logiciel. En fait, ce canal de luminance, c'est une moyenne
des 3 canaux R, V et B. Donc là, on va regarder, et vous allez voir, c'est pas une simple moyenne, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on fait la moyenne donc, du canal B, du canal bleu. Donc là, vous voyez, le canal bleu, vous avez en fait 2 pics dans les ombres, et vous avez rien ici. Ok. Et en même temps, ça se voit sur la photo, hein. Dès que vous arrivez sur des tons clairs, on n'est pas du tout sur du bleu. Ensuite, le canal vert, vous voyez que lui, il reprend, grosso modo, la distribution de lumière du canal L. Et après, vous allez comprendre sans doute pourquoi. Et enfin, il y a le canal rouge. C'est là où c'est très intéressant, c'est que vous voyez que quand on regarde le canal rouge, en effet, là, vous avez donc certes 2 pics au niveau donc, des tons sombres. Cependant, vous voyez que vous avez quand même toute une myriade d'informations jusque en fait au blanc. Donc ici, vous avez quand même des infos. Alors que sur le canal L, je n'avais pas d'infos. Mais alors, la grande question, c'est pourquoi? Bien parce que je vous ai dit, pour ça, il faut comprendre comment est calculé ce canal de luminance. Et en fait, lui, il s'agit d'une moyenne, mais pas d'une simple moyenne arithmétique, mais d'une moyenne pondérée, qu'on appelle pondérée perceptive. Pourquoi? Parce qu'en fait, notre œil, dans ses capacités physiologiques, est plus sensible à certaines couleurs qu'à d'autres, et notamment au vert. Donc pour en fait représenter cette perception de notre œil, cette moyenne est pondérée avec donc un poids plus important sur certaines couleurs que d'autres. Et dans cette pondération, eh bien, il faut comprendre que DxO Photolab pondère nos 3 canaux, avec comme pondération 60% donc de la moyenne qui est pondérée sur le canal vert, et donc vous voyez ici le canal vert reprend peu ou prou donc en fait la distribution du canal L, ensuite 30% sur le canal rouge, et enfin 10% pour le canal bleu. Et vous voyez que ce soit le bleu ou le vert, vous avez quand même un histogramme qui est plutôt vers la gauche. Par contre, si vous regardez le canal rouge, vous voyez que vous avez quand même des infos ici. Et l'idée, c'est que, en fait, au niveau de la moyenne pondérée perceptive, forcément le rouge ne pèse que pour 30%, là où le vert et le bleu additionnés, eux, tirent pour 70%, et notamment vers les ombres. C'est pour ça que dans le canal L, vous n'avez pas d'infos ici, car dans la moyenne, eh bien en fait, ça a été tiré vers le bas, donc ça n'est pas affiché. C'est pour ça que quand c'est comme ça, il est très intéressant d'utiliser un histogramme avec, vous voyez l'affichage RVB, donc avec tous les canaux, de manière à percevoir le fait que, attention, ici, là, sur ces tons, vous avez vraiment donc une forte prédominance de couleur sur le rouge, et ça c'est quelque chose qui est très important quand vous avez une photo avec une grosse prédominance de couleur, ne pas se contenter du canal L, mais du canal notamment, donc soit individuel ou alors de tous les canaux pour percevoir en fait ce canal dominant. Voilà, donc ça c'était quelque chose. De fait en termes d'exposition, là si on regarde la photo, et bien finalement comment j'ai exposé la photo, j'aime bien utiliser, alors là c'est en matriciel parce que ça fonctionnait très bien, mais j'aime bien parce qu'en fait vous aviez, bon, je fais quand même une parenthèse, vous avez quand même un certain équilibre en termes d'exposition entre ces parties très sombres et ces parties très claires. Donc au final, sur la mesure d'exposition, ça fonctionnait bien. Moi, ce que j'aime bien sur le Sony, et il y a de plus en plus de marques qui font ça, c'est d'utiliser donc la pondération des hautes lumières. C'est-à-dire que vous pouvez, en termes d'exposition, demander à votre appareil photo de faire une mesure de lumière en donnant la priorité aux hautes lumières. Et ça permet notamment de les protéger et éventuellement de faire ce qu'on appelle une exposition à droite, hein, de manière à optimiser votre fichier RAW. Là, ce qui est très intéressant, alors là, c'est un peu plus d'expérience personnelle, c'est que moi, je fais beaucoup de photographies de ce type en bord de mer, et ce qui est très intéressant, en tout cas ce que j'ai appris avec le temps, c'est que en fait quand vous photographiez comme ça des nuages et que vous avez notamment le soleil qui est assez près, vous pouvez très facilement écrêter les hautes lumières, donc vous pouvez facilement cramer les hautes lumières. Et donc pour ce faire, il faut être très très vigilant. Soit j'ai tendance moi à faire du bracketing, soit utiliser du filtre GND si besoin, mais là vous voyez si j'avais mis du GND par exemple, eh bien ça m'aurait vraiment assombri les nuages au point de peut-être me les boucher. Résultat, moi je fais toujours très attention de manière à, et ça je le vérifie lorsque je fais ma prise de vue, notamment avec l'histogramme, etc. Mais la priorité pour moi, eh bien, c'est d'éviter d'avoir donc des zones claires qui partent dans le blanc et dans lesquelles je puisse perdre de l'information. Et ça peut arriver très très vite sur ce type de scène parce que vous avez des nuages qui sont très chargés en eau et qui de fait reflètent énormément la lumière et qui peuvent devenir blancs très rapidement. Et ça en fait sur le terrain vous vous rendez compte ne serait-ce qu'à l'œil, si votre œil déjà a du mal à regarder ces nuages et à percevoir l'info, imaginez votre capteur d'appareil photo. Donc là vous voyez j'ai vraiment exposé pour notamment conserver des informations sur ces zones-là. Et pour autant, donc c'est là où c'est intéressant, c'est là où en regardant sa photo, on va activer donc l'écrêtage des hautes lumières. Et là vous voyez qu'il me dit que j'ai légèrement quelques petits pixels ici et là qui sont un petit peu trop clairs, mais dans lesquels j'ai très largement de l'info, donc je vais pouvoir les ramener à l'intérieur de l'histogramme. Si maintenant je désactive les hautes lumières et que je mets l'écrêtage des ombres, vous voyez que j'ai 0 pixel qui en fait est dans les noirs. Et donc vous voyez en effet sur l'histogramme, je n'ai pas de pixels qui sont collés, donc
tout va bien. Bref, donc une fois qu'on a compris ça, là, vous comprenez un petit peu aussi la prise de vue, c'est là où c'est toujours intéressant. Maintenant, bah, qu'est-ce qu'on va faire en termes d'édition sur cette photo? Comme d'habitude, moi j'ai mes 4 palettes personnalisées hein, qui me sont propres, hein, que j'ai créées. Donc d'abord, on va travailler sur donc, tout ce qui est module optique et débruitage. Après, on fera tout ce qui est horizon recadrage. Et là, j'aimerais bien notamment redresser l'horizon et puis recadrer avec un autre format. Ensuite, on fera l'édition globale et si besoin, si nécessaire, on fera donc du masquage avec les réglages locaux. Bref, donc sans plus tarder, eh bien commençons. Alors je vais replier le petit panneau, voilà, qu'on ait de la place et qu'on puisse bien voir notre photo. On va commencer donc par tout ce qui est module optique et débruitage, moi par défaut, hein, donc j'active le module optique, là en l'occurrence, ça ajoute assez peu de choses parce que finalement, comme je l'ai dit, le 70-200 2.8 GM2 de Sony est exceptionnel, en plus à f5, voilà. Donc finalement, le module corrige très peu. Donc par défaut, je laisse, mais je ne touche à rien, car ça suffit très bien. Par contre, là, moi j'ai toujours la question du débruitage. Alors là, en l'occurrence, on est à ISO 100, il n'y a pas de problème particulier. Cependant, on va mettre la loupe et vous voyez, donc je me mets à 100% et même on va pousser le truc, allez, on va se mettre à 200%. L'image est très très propre. Vraiment, là, il n'y a aucun problème. Cependant, moi, j'aime bien activer le denoising, et notamment, j'aime bien activer Deep Prime. Alors, pourquoi j'active Deep Prime sur ce type de photo? Parce que là, l'algorithme, il va venir nettoyer, mais parfaitement, de manière à avoir des textures qui soient parfaitement lisses, sans perdre le moindre détail. Donc, c'est une optimisation, et là, je trouve que le fichier, il est encore plus qualitatif, et à l'export, ça va se voir. Et l'avantage de cette loupe, hein, c'est que, vous voyez, bah, voilà, ça me permet de voir, sans pour autant devoir zoomer dans l'image, etc. Là, j'ai la prévisualisation de Deep Prime directement à l'intérieur de ma loupe, hein. Par contre, pas à l'intérieur de l'ensemble de la photo. Voilà. Pourquoi je ne mets pas Deep Prime XD/XD2S, hein? Parce que cet algorithme-là est conçu pour les photos à très haut ISO, et de par sa construction, de par sa forme, hein, en fait, cet algorithme, il va venir accentuer du détail à cause du bruit qui, lui, finalement, hein, fait perdre du détail. Résultat, ça va donner un sentiment d'accentuation de netteté qui va être un peu artificiel. Et là, en fait, il n'y a pas du tout d'intérêt parce que la photo est déjà très très nette. Donc c'est pour ça que j'utilise Deep Prime et ça me permet d'avoir eh bien, la meilleure optimisation possible, sachant que dans DxO Photolab, en fait, le débruitage est fait avec en fait, le dématrissage. Ça, c'est propre aux technologies de DxO. Voilà, donc là, simplement, j'ai cette base-là. On peut passer donc à la deuxième étape, tout ce qui touche à l'horizon et au recadrage. Alors, horizon recadrage, je voudrais m'assurer que l'horizon soit parfaitement nickel. Ce qui est un petit peu compliqué ici, c'est que vous voyez, en fait, vous avez deux horizons qui peuvent un peu se mêler. Vous avez donc l'eau, qui va être notre horizon de repère, mais en plus avec des vagues, alors c'est pas facile. Et en plus, vous avez le sable, et le sable, lui, il a une forme un peu bombée. Donc là, on va essayer d'avoir quelque chose le plus homogène possible entre ce bord-là et ce bord-là, mais de toute façon, parce qu'on a un horizon qui est un peu bombé, on n'aura jamais une ligne parfaitement droite, parce que, bah voilà, vous avez la mer qui est au-dessus, et surtout le sable qui prend le dessus. Donc, j'active l'outil horizon. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'ensuite, donc, je clique sur Outils pour m'afficher l'outil Horizon. Donc là, je vais mettre donc, le premier côté ici, je vais zoomer. Donc avec la barre d'espace pour me déplacer, donc je reste appuyé sur la barre d'espace, j'ai la petite main qui apparaît, et donc je peux me déplacer dans l'image. Voilà, donc là, je vais placer grosso modo au niveau des vagues. Toujours avec la barre espace, donc je me déplace de l'autre côté. Et là, vous voyez, je récupère le nœud ici. Donc voilà, je relâche espace, je le déplace, je remets espace. Et je vais aller jusqu'à l'autre côté. Voilà, à peu près par là. Et vous voyez que ça fait... Voilà. L'idée, là, c'est d'avoir le but. Là, on voit un petit peu peut-être la mer. Là, ouais, vous voyez là. Là, je pense que c'est un peu la mer. Donc, on va le mettre comme ça. Voilà. Et là, je vais avoir un horizon qui va être pas trop mal. Ouais, même, vous voyez... Non, la mer, non, finalement, elle est un petit peu plus là. C'est là où c'est assez difficile sur ce type de cliché. Après, là, l'idée, c'est plutôt d'avoir... Ouais, on va le mettre un peu plus bas. Voilà, ici. Ok, donc là, au niveau de l'horizon, appliqué. Je valide. Le problème, c'est que vous voyez, ça m'a créé, forcément, vu que ça fait pivoter la photo, ça m'a créé des bords noirs, hein, donc vraiment tout autour. Donc là, il va falloir recadrer. Et tout simplement en activant le recadrage, donc j'active l'outil recadrage, et là, vous voyez, tout seul, DxO Photolab resserre et vient cadrer au plus serré. Pourquoi? Parce que par défaut, dans correction, il est donc réglé sur
automatique basé sur perspective horizon. Donc il détecte que l'outil horizon est activé et du coup il dit bah, je vais cadrer au plus sérieux. Ok, moi ce que j'aimerais c'est que dans la conception de cette photo, moi je la vois bien en format panoramique, donc plutôt en format un peu large. Et là il y a un format que j'aime bien, donc je vais aller dans les ratios, et c'est le format notamment 16 neuvième, donc qui est vraiment un format qui est très large et très peu haut. Et donc ce que je fais c'est que je clique dessus, je l'active, et là vous voyez donc j'ai mon ratio 16 neuvième qui est activé. Alors l'idée c'est d'avoir un peu d'infos quand même en bas pour créer cette sensation de cadre un peu pareil en haut, de manière à ce que mon œil soit réellement attiré par bien, ma scène lumineuse qui est au centre. Et pour ce faire, donc, je vais moi-même recadrer un petit peu. Je clique ici sur l'outil, il m'affiche le cadre, hein. Alors là, il est verrouillé en 16 neuvième, c'est-à-dire que même si je baisse, etc., enfin, vous voyez, il va garder donc le ratio. Et là, j'aimerais être le plus serré à droite pour garder les rayons. Par contre, à gauche, j'aimerais resserrer un petit peu. Vous voyez, de manière notamment à enlever ici, il y avait un oiseau qui était un peu seul et isolé, de façon à ce que à gauche, voilà, vous voyez, ça commence vraiment au niveau de là où il y a plusieurs oiseaux et que ça aille jusqu'au rayon de l'autre côté. Et ensuite, vous voyez, en termes de proportion, je vais rester là-dessus pour avoir donc une proportion en tiers. Donc c'est pas à nouveau une règle en soi, c'est plutôt un équilibre, on va dire. Et là, vous voyez, moi j'aime bien cet équilibre. Un tiers en bas qui est sombre, un tiers au centre qui est plutôt éclairé, et enfin un tiers au-dessus qui, lui, est plutôt sombre. Donc là, je valide. Et là, au global, eh bien, pour tout ce qui touche donc à horizon, recadrage, etc., on est bon. Maintenant, on arrive dans l'édition globale. Alors, l'édition globale, là, qu'est-ce que j'aimerais faire? Alors, tout d'abord, j'aimerais bien retravailler un petit peu sur ces couleurs-là et donner un petit peu plus de lumière, on va dire, pour attirer vraiment de l'œil là-dessus. Et ensuite, bah, ce qu'on verra, c'est notamment de savoir qu'est-ce qu'on va faire de manière globale et qu'est-ce qu'on va faire de manière localisée. Car l'idée, ça va être de travailler vraiment sur cette zone-là sans affecter notamment ces parties sombres, parce que je veux garder cet aspect sombre pour que ça fasse un petit peu tunnel et que mon œil soit vraiment attiré sur cette zone. Alors la première chose, c'est que moi, vous voyez, quand je crée mes palettes, là dans édition globale, je me suis mis, et j'aime bien commencer à chaque fois par ça, ça c'est des réflexes aussi que j'avais eu de Lightroom, mais c'est notamment, vous voyez, avoir tout ce qui est balance des blancs et les profils. Alors balance des blancs, là en l'occurrence, je l'ai fixé sur le terrain, je fais la balance des blancs moi-même manuellement, et là il me convient très très bien. Et là, ça restitue très bien l'ambiance de la scène qui était plutôt chaude en fin de journée. Donc ça, je ne vais pas y toucher. Par contre, là, il y a quelque chose qui va être intéressant, c'est de travailler sur, donc ici, l'outil rendu couleur noir et blanc. Pourquoi? Par défaut, en fait, le profil ici n'est pas activé. Et donc, quel profil est utilisé par DxO? C'est le profil qui s'appelle couleur neutre. Je vais vous montrer juste après. Donc là, c'est un profil DCP qui est appliqué par DxO. Cependant, moi, par défaut, je préfère utiliser, hormis quand je travaille sur un profil linéaire, mais j'aime bien travailler sur le profil de mon boîtier. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc par défaut, ce n'est pas activé, donc c'est couleur neutre de DxO là qui affiche ces couleurs, le niveau de contraste, etc. J'active, regardez, rendu couleur noir et blanc. Et là, regardez ce qui se passe, clac, je l'active, pouf, vous avez l'image qui a changé. Donc je le désactive, vous voyez, ça c'est couleur neutre de DxO, et ensuite ici, vous voyez, je l'active. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand je l'active, en fait, DxO Photolab applique donc un profil couleur, je ne suis pas dans noir et blanc, je suis dans couleur, de la famille, enfin du type rendu générique, et ensuite rendu, donc profil de boîtier. Et en fait, ça c'est le profil de boîtier de mon Sony Alpha 7 Mark IV, qui est rattaché à mon fichier RAW. Et en fait, ce profil DCP, c'est celui qui a été créé par Sony. Et l'idée c'est quoi? C'est de se dire, vous avez un RAW, en fait, par défaut, juste il capture des données, hein. Et en fait, l'idée c'est que ce profil DCP créé par Sony, les ingénieurs disent, écoutez, notre capteur, on sait qu'il a tel défaut, etc. Du coup, on va proposer un profil qui corrige tous ces défauts, de manière à avoir l'image la plus propre, entre guillemets, possible, et qui restitue le mieux possible la lumière, etc. En tout cas, la scène telle qu'elle a été capturée. Et donc, ça, c'est le profil créé par Sony. Et là, vous voyez, bien moi, je le préfère parce que, finalement, le rendu, moi, je le trouve plus fidèle, entre guillemets, d'un point de vue notamment des couleurs, par rapport à ce que c'était sur le terrain. Et là, je vous disais par défaut, donc c'est dans rendu générique et ensuite dans rendu, vous voyez, c'est couleur neutre. Donc là, vous voyez, j'ai mis couleur neutre. Si je désactive, vous voyez, rendu couleur et que je le réactive et que c'est couleur neutre de DxO, vous voyez qu'il n'y a aucun changement parce que oui, c'est le profil qui est appliqué par défaut. Donc, moi ici, je vais mettre donc le profil du boîtier. Ensuite, là, il y a un truc qui est super intéressant aussi dans rendu couleur noir et blanc de DxO Photolab, c'est ce curseur ici qui s'appelle protection des couleurs saturées. Ça, c'est très intéressant quand vous avez donc une photo avec des couleurs saturées. Et là, en l'occurrence, regardez, je vais mettre la loupe.
je vais la mettre à 100% et je vais aller ici au niveau des nuages. Et là, vous voyez sur les nuages, ce qui est plutôt intéressant, c'est le fait que là, c'est plutôt très saturé. Et je vais désactiver la loupe, regardez la différence que ça a eu au niveau des nuages par rapport aux couleurs neutres. Vous voyez qu'en fait, le couleur neutre de DxO, il a très peu contrasté en fait ces nuages les plus clairs. Et quand je mets le rendu du Sony, vous voyez, ils sont plus clairs et plus contrastés. Par contre, ça sature un petit peu. Et l'idée, c'est qu'avec ce curseur-là, on va pouvoir protéger les couleurs les plus saturées de manière à ce que ça soit pas trop saturé. Donc là, vous voyez, là, je suis à 0. Et regardez ce qui se passe quand je vais à 100. Regardez, paf, ça a vraiment désaturé les teintes les plus saturées. Donc là, c'est trop. Hein, 100, c'est beaucoup trop. 0, vous voyez, c'est peut-être un chouïa trop saturé. Donc de fait, moi, ce que j'aime bien généralement, c'est aller sur des valeurs. C'est comme pour tout, généralement en édition, il ne faut pas aller dans les extrêmes. Mais voilà, autour de 30, c'est pas mal. Et donc, vous voyez là, avant, après, là, vous voyez, donc là, j'utilise l'outil. Et là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en même temps, ça n'a pas trop saturé. Donc ici, ce rapport ton-teinte. Hein, donc ici, les tons les plus clairs et les teintes les plus saturées. Ok, donc là, vous voyez, là, j'ai une bonne base, et là, vous voyez déjà, je trouve que l'image, elle ressemble plus à ce que j'ai en tête. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est accentuer un petit peu donc cette zone claire. Pour ce faire, donc là, vous voyez, ce que j'aimerais, c'est éclaircir un peu. Alors, il y a plusieurs façons, hein. Je pourrais travailler ici avec la tonalité sélective, je pourrais travailler avec le DxO Smart Lighting, mais par exemple, le Smart Lighting, lui, il va analyser l'ensemble de l'image, alors je pourrais travailler en mesure spot, etc. Mais allez, pour les fins de ce tuto, on va travailler avec la courbe des tons. C'est un outil génial. Alors, l'idée de la courbe des tons, hein, c'est qu'on va pouvoir travailler sur cette plage de tons et sans forcément travailler là-dessus. Et c'est ça le gros avantage, c'est qu'on a la main du début à la fin. Donc, je l'active, et là, vous voyez, quand j'active la courbe des tons, j'ai un histogramme qui se projette. Alors, l'histogramme, si je remets ici mes outils, l'histogramme que vous voyez là, hein, bah, vous voyez que c'est finalement, c'est le même. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que l'histogramme que vous avez là est en fait l'histogramme au moment où vous activez la courbe des tons. C'est finalement une photographie de votre exposition au moment où vous activez l'outil. Donc si vous avez utilisé d'autres outils, que vous avez par exemple bougé d'autres curseurs, bah, finalement l'histogramme quand vous allez activer la courbe des tons, il tiendra compte de tout ça. Cependant, si entre-temps par exemple je bouge, voilà, je prends un point, si par exemple j'augmente le point, vous voyez que mon histogramme à gauche, lui, forcément, c'est mon histogramme de travail, lui, il va bouger. Cependant, vous voyez, mon histogramme ici, il n'a jamais bougé. Parce que lui, c'est votre histogramme qui va nous servir pour les valeurs ici d'entrée. Et donc lui, c'est un repère. Cependant, il ne va pas bouger. Voilà, donc ça, il faut en être conscient. Donc là, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, quelques rappels très rapides sur la courbe des tons. L'idée, c'est que vous avez des valeurs d'entrée. Ça, c'est les valeurs sur votre photo au départ, c'est-à-dire votre photo non éditée avec la courbe. Et ensuite, les valeurs de sortie, c'est-à-dire les valeurs donc, de votre photo éditée avec la courbe. Donc ça, c'est au départ, les valeurs qu'on sélectionne. Et ça, c'est les valeurs qu'on va modifier. Et donc, vous avez, en fait, c'est un histogramme. Hein, donc, à gauche, vous avez donc ici le seuil. Donc, on appelle ça des seuils hein, sur les bornes, on va dire. Donc, vous avez le seuil du noir, qui est la valeur 0, parce que là c'est affiché en 8 bits, donc vous avez 256 niveaux de tons, allant du noir qui est la valeur 0, à 255 qui est le blanc, alors pas 256 parce qu'on commence à 0, donc vous avez le noir pardon, qui est à gauche, le blanc qui est à droite. Et donc vous avez le 0, le 255, et au milieu vous avez une valeur qui au départ est 0. Ça c'est la valeur sur laquelle on va travailler quand on va mettre un point. Et ensuite à gauche, donc sur l'axe des ordonnées, l'axe vertical, là vous avez les valeurs de sortie. Donc l'idée c'est qu'on va sélectionner les valeurs d'entrée ici, et on va les modifier à gauche sur la valeur de sortie, la valeur finale. Et pour comprendre ça, en fait sur une courbe des tons, vous avez donc deux axes qui sont perpendiculaires avec un angle de 90 degrés, et vous avez donc ici une diagonale, entre guillemets, qui elle est à 45 degrés. Et en fait, pourquoi 45 degrés? Parce que il faut s'imaginer que là, vous avez donc un histogramme avec à gauche le noir et à droite le blanc, mais en fait, sur les valeurs de sortie, c'est comme si vous prenez cet histogramme et que vous alliez le pivoter à 90 degrés, de manière à avoir le noir qui est là, et le blanc qui est là sur les valeurs de sortie. Et l'idée, c'est que sur nos valeurs d'entrée,
C'est pour ça qu'on a un axe de 45 degrés. Quand je vais sélectionner ici une variable, et on va voir un exemple, eh bien en fait, sur les valeurs de sortie, je vais soit les pousser vers le haut, verticalement, c'est pour ça qu'il faut toujours rester dans l'axe vertical, et donc je vais sélectionner une plage de ton sur les 256 niveaux, et ensuite soit je vais la monter vers le haut, dans ce cas-là, eh bien vu que le blanc est là pour les valeurs de sortie et le noir est là, si je vais vers le haut, je la pousse vers le blanc. Donc j'éclaircis donc ce ton. Si maintenant je la descends vers le noir, bien forcément, j'assombris. Donc en fait, il faudrait prendre un histogramme de sortie, donc celui sur lequel vous travaillez, et il faudrait le projeter, en fait, ici, avec là vraiment la base. Donc en gros, cette base-là, vous la mettez là, et ensuite verticalement, plus vous allez vers le haut, plus vous avez de tons, plus vous avez de pixels qui sont présents. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut se projeter dans la courbe des tons, en fait, les valeurs. Bref. Et donc, ce qui est intéressant dans DxO Photolab et depuis la version 8, c'est que vous avez la pipette de tonalité. Alors, cette pipette, il y a deux possibilités. Ça nous permet soit de simplement faire un prélèvement. Donc, vous voyez, je prends ma pipette, et ensuite, à mesure que je me balade sur ma photo, vous voyez que ça va me placer un point. Parce que lui, il devine sur les 256 niveaux à quel niveau de ton se situe le ton que vous pointez avec votre pipette. Et l'idée, c'est que soit vous allez simplement cliquer sur le ton qui vous intéresse, et lui-même il place le point, soit vous allez cliquer et rester maintenu sur la souris, et là en montant, vous voyez que vous pouvez monter et descendre vous-même le point. Mais vous voyez que le point, alors là ça fait un rendu dégueulasse parce que c'est le point d'à côté, mais vous voyez, il monte toujours verticalement. Et ça c'est quelque chose, j'attire votre attention là-dessus, c'est que sur la courbe des tons, on a toujours tendance un peu à utiliser comme ça, vous voyez. Sauf que là en fait le problème c'est que là je pars à gauche et à droite, et je modifie la valeur d'entrée. Donc ça, c'est très important. Donc, petite méthodologie de comment bien utiliser la courbe des tons. Donc là, l'idée, c'est que, rapidement, si je mets simplement un point sur ma courbe des tons, si j'augmente, donc je refais, donc si j'augmente la courbe, vous voyez que c'est toute la courbe qui est rehaussée. Donc là, c'est pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il va falloir mettre ce qu'on appelle, enfin ce que moi j'appelle, des points de barrage, qui vont limiter en fait la zone sur laquelle on va monter ou descendre. Donc là, vous voyez, moi j'aimerais travailler sur mon ciel. Donc, il va falloir définir à partir de quel ton je ne veux pas affecter le ciel. Enfin, en tout cas, les nuages. Donc là, vous voyez, je vais me dire, à partir de là, on va dire que là, on commence à être sur les tons un petit peu sombres. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est, regardez, je mets ma pipette sur ces nuages-là, et regardez sur l'histogramme d'entrée, vous voyez que c'est le début de la courbe de la première zone d'ombre. Donc, on avait analysé, cette zone-là d'ombre, c'est le ciel. Et là, vous voyez, je me mets au début, et vous voyez que sur l'histogramme de la courbe des tons, c'est le début, parce que c'est, vous voyez, c'est le nuage un peu plus clair. Donc là, je me dis, bah, à partir de là, je n'ai plus envie que quand je vais augmenter les tons du ciel qui est orangé, que ça affecte. Donc là, je vais mettre un point, et ça, c'est mon point de barrage. Maintenant, je vais aller mettre un point au niveau de mon ciel. Donc là, je mets un point, et je vais dire, voilà, c'est plutôt au milieu, on va dire, aller un petit peu par là. Voilà, et là vous voyez, je me situe à peu près au milieu là, de ma plage de thon. Donc je vais sélectionner une plage, ok. Et là vous voyez, l'idée c'est qu'on va rehausser ici ce point vers le haut, et donc en valeur d'entrée, c'est le point 136. Donc c'est, vous voyez, le point médian, c'est la valeur 127. Donc 256 divisé par 2, il y a 256 niveaux, divisé par 2, ça fait 128, mais puisqu'on commence à 0, il faut décaler d'un. C'est pour ça qu'on finit à 255 et pas 256. Résultat, c'est pas 256 divisé par 2 égale 128, mais du coup on décale d'un, ça fait 127. Donc là, le point médian, qui est vraiment entre le 0 et le 255, c'est 127. Et vous voyez, du coup là on est sur le point d'entrée 136, donc on est sur un ton qui est légèrement plus clair que le gris moyen. Et donc vous voyez, ça c'est le point d'entrée que j'ai défini. C'est pour ça que c'est bien de le faire avec la pipette, parce qu'au moins ça le place bien. Maintenant, ça, vous voyez qu'en point de sortie, c'est le même, et la courbe n'a pas bougé. Soit je vais le rehausser, c'est pour ça que je vous conseille de travailler avec les petites flèches, soit je vais rehausser ce point, et donc au niveau de la nuance de ton, je vais par exemple donc l'augmenter. Et là vous voyez, donc maintenant, là par exemple, je vais augmenter, et vous voyez sur la photo, hein, en fait, j'ai augmenté l'exposition. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est de se dire que, en fait, au départ, j'ai sélectionné la nuance qui était à 136, et ça c'est la valeur d'entrée, je l'ai fait passer à la nuance 146. Donc 146, c'est plus proche de 255. Donc je l'ai ramené vers le blanc. Et en fait, si vous projetez à 90 degrés, ben rappelez-vous, je le dis sur les valeurs de sortie, vous avez le noir qui est là et le blanc qui est là. Donc noir, c'est le 0 et 255, c'est le blanc. Et bien vous voyez que le point qui était au départ sur la ligne, eh bien on l'a monté, donc on l'a décalé vers la droite. Donc c'est comme si mon point au départ, il était là, et en fait, je l'ai poussé vers la droite. Donc forcément, c'est plus clair. Et donc, quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va activer, vous voyez,
l'écrêtage des hautes lumières, de manière à quand même avoir toujours un œil sur les zones pour savoir si je ne crame pas des zones. Donc là, vous voyez de suite, donc je désactive la courbe. Vous voyez que là, j'ai augmenté quand même l'exposition. Et de suite, je trouve que c'est... Voilà, visuellement, c'est plus intéressant. Maintenant, l'idée, c'est que là, vous voyez, là, j'ai un petit peu rehaussé, ça me va très bien. Et c'est très subtil, hein. La courbe de ton, c'est toujours très subtil. Maintenant, si on va dans le canal de luminance, ce que j'aimerais faire, c'est notamment un chouïa baisser ici ces tons les plus clairs. Et là, vous voyez, j'aimerais les baisser sans avoir d'incidence sur la couleur. Donc là, à nouveau, j'utilise ma pipette de tonalité et je vais aller sélectionner ici mes tons les plus clairs. Et là, vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je les sélectionne. Donc en valeur d'entrée, c'est la valeur 234. Et ce que je vais faire, c'est que en valeur de sortie, je vais légèrement le baisser. Et là, regardez sur l'écrêtage, ce qui va se passer, c'est que je baisse très légèrement. Voilà, j'ai baissé d'un point. Regardez, j'ai baissé d'un point. Ce n'est plus écrété. Donc je l'ai sorti de l'écrêtage. Un seul point. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, il reste encore un chouïa. Je vais le baisser un tout petit peu. Voilà. Allez, encore un tout petit peu. Et voilà. Et là, il n'y a plus rien du tout. Voilà, donc je l'ai baissé au total, vous voyez, 234 à 231, 3 points. Et donc je n'ai plus de zone écrêtée. Et là, vous voyez, avant, après. Voilà, donc de suite, j'ai un ciel qui est un petit peu plus contrasté. Et visuellement, c'est de suite un petit peu plus sympa. Je vais revenir sur mon point, je vais légèrement encore l'augmenter. Voilà. Et là, le rendu me plaît vraiment bien. C'est bien contrasté, mais pas trop. Niveau saturation, là, c'est pareil au niveau des couleurs. Là, vous voyez, ça me convient plutôt bien et ça restitue bien l'ambiance qu'il y avait lorsque j'ai pris cette photo. Dernière chose que j'aimerais faire là, au niveau simplement des tons, c'est notamment, ici, moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire au niveau du point noir. J'aime bien rehausser le point noir, généralement aux alentours de 10. Et donc, en rehaussant le point noir, vous voyez, ça décale l'histogramme un peu vers la droite, forcément, je décale le point noir. Et ça a tendance à matifier la photo. Donc, ça donne un rendu mat sur les parties les plus sombres que moi, personnellement, j'apprécie beaucoup. Ok, donc là, vous voyez, là, la photo, déjà, elle me plaît pas mal. Et là, ça me va très, très bien. Ensuite, il y a une dernière chose que j'aimerais faire sur la courbe de ton, c'est faire un peu de color grading. L'idée, c'est quoi? C'est que là, en fait... au niveau des nuages, vous voyez, j'ai un ciel qui est très rouge, mais on ne s'en rend pas forcément compte, mais j'ai aussi des nuages, là notamment dans les ombres, qui sont un petit peu rougeâtres. Et il y a quelque chose qui fonctionne bien en termes de contraste, c'est d'avoir des contrastes donc de tons, c'est-à-dire entre du clair et du sombre, mais ce qui fonctionne bien aussi, c'est des contrastes de couleurs. Donc ça, c'est la théorie des couleurs, hein, de dire, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir des couleurs qu'on appelle complémentaires, des couleurs qui s'opposent. Là, en l'occurrence, et pour le comprendre, il faut juste regarder une roue chromatique. Et vous avez ici la roue chromatique. Donc vous avez cette roue qui représente l'ensemble du spectre des teintes. Hein. Et en fait, la couleur complémentaire, c'est celle qui est strictement à l'opposé de la roue. Et vous voyez là, par exemple, je suis plutôt sur du rouge, orangé. Et bien, vous voyez, de l'autre côté, en fait, c'est quoi? C'est du bleu cyan. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être de dire, si on ramène ça un peu dans les ombres, donc on a des tons clairs qui sont très rouges, le fait d'avoir des ombres qui sont avec une couleur complémentaire, donc plutôt froide et plutôt bleu cyan, ça va donner un petit contraste qui va faire que les couleurs sont complémentaires et visuellement, c'est très sympa. Donc, là, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on pourrait le faire avec des tas d'outils, hein, on pourrait le faire avec même, ici, vous voyez, on pourrait modifier un peu les tons, enfin les teintes avec le TSL, on pourrait le faire avec l'outil, ici, virage, donc style virage avec du virage partiel, mais on va le faire avec la courbe. Et je vais vous montrer comment. Parce qu'en fait, sur la courbe des tons, vous avez donc certes le canal RVB, le canal L, mais vous avez aussi les canaux rouge, vert et bleu. Et l'idée, c'est que, et là on va garder la roue en dessous, vous allez comprendre, quand vous utilisez les canaux de couleur, vous avez au fond, donc vous voyez là par exemple, je suis sur le canal rouge, donc la courbe est devenue rouge, donc vous pouvez travailler également et avoir une incidence sur la couleur, et faire donc ce fameux color grading. C'est-à-dire que là, si je monte la courbe vers le haut, je vais pousser le canal rouge, et donc je vais pousser vers le rouge les teintes, enfin les tons pardon, que je vais sélectionner. Par contre, si je baisse, à l'inverse, je vais aller vers sa couleur complémentaire, donc sa couleur inverse. Et là, vous voyez, donc l'inverse du rouge, c'est quoi? De l'autre côté, paf, c'est le cyan. Donc si je descends, je vais aller vers le cyan, et c'est pour ça qu'au fond de la courbe, vous avez le cyan. Sur le canal vert, vous voyez, j'ai le vert ici, le vert est là. De l'autre côté, c'est quoi? C'est le magenta. Donc vous voyez ici, je vais vers le magenta. Et enfin, le bleu, sa couleur complémentaire. Donc si je monte, je vais vers le bleu. Si je descends, je vais vers le jaune. Le bleu, il est là. De l'autre côté, c'est le jaune. Alors, de manière assez drôle, hein, si vous allez ici, vous regardez par exemple la balance des blancs, la balance des blancs, c'est quoi? C'est du bleu d'un côté, du jaune de l'autre. Les deux couleurs complémentaires. De la même façon, ici, vous avez donc le vert, et de l'autre côté, le magenta, qui est sa couleur complémentaire. C'est pour ça qu'on équilibre toujours. Si
j'ai trop de bleu, pour venir un petit peu équilibrer ça, on injecte sa couleur complémentaire et on revient dans le blanc. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bref, donc là l'idée, de manière très subtile, ça va être de légèrement injecter du bleu cyan, donc là en l'occurrence augmenter, enfin aller vers le cyan, au niveau des tons les plus sombres, de manière à faire ce petit contraste de teinte. Pour ce faire, exactement comme on a fait pour les tons, je vais utiliser ma pipette et je vais définir un barrage. Mais cette fois-ci, je ne veux pas travailler sur la partie claire, mais sur la partie sombre. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne, en gros, là, vous voyez, je vais dire, voilà, là, c'est pareil, jusqu'ici, ça va être mon barrage. Vous voyez, ça, c'est un peu ma zone de transition. Et vous voyez, mon barrage, hein, il est presque collé ici au bord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire maintenant le cœur, là où je vais augmenter. Regardez sur, donc en gros, c'est à peu près au milieu. Ça va être à peu près sur ces tons-là. Et vous voyez que là, sur l'histogramme, qui est projeté en fond, vous voyez, voilà. L'idée, c'est d'aller chercher un point qui est vraiment au milieu des zones les plus sombres. Et là, vous voyez, ce point-là que j'ai sélectionné, qui est la valeur d'entrée 43, on va légèrement le baisser, et vous allez voir, c'est vraiment ces quelques points, de manière à tirer cette plage-là de ton vers le cyan, au contraire du rouge. Et regardez, je baisse très légèrement, là. Donc je vais baisser par exemple de, vous voyez, allez, j'ai baissé de 3 points. Et bien vous voyez, 3 points, c'est déjà légèrement plus froid. Voilà. Peut-être un peu moins. On va laisser à 40. Voilà. C'est très subtil, très subtil. Mais vous voyez, on est un petit peu rééquilibré. Et de fait, visuellement, eh bien, j'ai finalement donc, mes ombres qui sont légèrement plus bleutées et qui contrastent davantage avec ce ciel qui est très chaud. Et de fait, ça fait un petit peu plus de contraste. Ok, donc là, on est pas mal, et je pense qu'au niveau de la courbe, on est bon. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Simplement pour terminer, vous voyez, ce que on va peut-être faire très légèrement, c'est rehausser quand même un chouïa les tons les plus clairs sur le canal RVB. Mais là, ça va être très subtil. Alors non, je ne vais pas créer un point. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste rehausser légèrement ce point-là. Donc vous voyez, en valeur de sortie, ça va être très subtil. Voilà, je l'augmente de quelques points, de manière à ce que ça soit un petit peu plus visible. Et après, vous verrez, on fera de l'édition localisée. Donc là, j'ai une photo qui me semble pour l'instant plutôt équilibrée. Qu'est-ce que j'aimerais faire pour terminer? Eh bien là, vous voyez, de manière globale, je pense pas grand-chose. Il me resterait deux choses éventuellement que j'aimerais faire. Première chose, donc là on va travailler de manière localisée. Ce que j'aimerais faire, c'est ajouter un petit peu plus de corps au niveau de mes nuages, de façon à ce qu'ils aient un petit peu plus de texture. Cependant, je veux vraiment travailler sur les parties les plus claires, pour que quand on regarde cette zone, ça fasse voilà, le détail, le nuage là qui est très puissant. Mais j'ai pas du tout envie d'avoir la texture sur le sol ou sur par exemple les nuages, car ça c'est plutôt des zones de distraction. Donc de distraction entre guillemets, hein. C'est-à-dire que c'est pas là-dessus que je veux attirer le regard. Et donc notre œil est attiré par la lumière, mais il est aussi attiré par ce qui est net. Donc là, moi, ce que je veux, c'est accentuer un petit peu ça, sans trop, faut pas non plus que ça soit excessif, mais j'ai pas envie que l'effet soit appliqué là. Et si je travaille de manière globale, bah forcément, je vais affecter toute la photo. Donc là, j'active mes réglages locaux, et là, vous voyez, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil qui est particulièrement simple, on va utiliser donc la ligne de contrôle. L'idée, c'est que je prends ma ligne, et là, vous voyez, je vais tracer une ligne à partir de là, et je vais travailler grosso modo, eh bien, sur cette partie. Donc je prends ma pipette hein, et je vais pointer ici, vous voyez, donc tout ce qui est un petit peu jaune, et je vais même aller chercher un peu, vous voyez, les nuages comme ça. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'outil que je vais utiliser, de manière très subtile à nouveau, c'est l'outil micro-contraste, qui lui va venir donc accentuer le contraste, y compris sur les tons les plus, enfin sur tous les tons, mais il va aller sur les détails les plus fins. Donc ça va donner du contraste, donc ça va un petit peu étirer le noir et le blanc, mais également ça va donner une sensation de netteté à la photo. Donc là, ça va être intéressant. Ce que je fais, c'est que j'augmente un peu le micro-contraste. Et là, ce qu'on va faire, c'est que pour bien y voir, alors je referme ma palette ici, donc on va zoomer, voilà, et donc là, vous voyez, je remets à 0, ok, voilà, je remets à 0, et donc là, vous voyez, on va augmenter le contraste, le micro-contraste, de manière à avoir un petit peu de corps. Voilà. Je vais jamais au-delà généralement de 30-35 parce que sinon après c'est assez agressif. Hein. Et donc vous voyez en désactivant avant, après, avant, après. Et là vous voyez on a retrouvé un petit peu de texture. Je vérifie, voilà, j'ai toujours l'écrêtage qui est affiché, donc ça n'a pas eu d'incidence sur mes tons les plus clairs, donc tout va bien. Et là vous voyez, donc je vais mettre l'outil de comparaison. Pour ce faire, je vais mettre donc non, on va garder juste les réglages locaux pour voir l'avant-après. Donc ça, c'est nickel. Et donc là, vous voyez avant, après, avant, après. Donc je zoome, hein. Avant, après, après.
Voilà. Et vous voyez, par exemple, sur les oiseaux, ça n'a pas eu d'incidence. Parce qu'avec la ligne de contrôle, vu que je travaille sur cette plage de teinte et cette plage de ton, et que les oiseaux sont complètement en dehors, hein, c'est tout l'inverse, du coup, ça n'a pas eu d'incidence. Donc voilà, donc là, ça me plaît plutôt pas mal, hein, et vous voyez, si j'affiche le masquage, eh bien, ça a plutôt travaillé là-dessus, et vous voyez, ça a quasiment aucune incidence ailleurs. Donc, je ne vais pas toucher sur chrominance et luminance, donc c'est très très bien. Dernière chose que j'aimerais faire éventuellement, c'est légèrement, là c'est une... Alors, je vais renommer, hein, donc ça je vais l'appeler contraste ciel, toujours des noms explicites. Je vais utiliser simplement, pour terminer, un petit masque ici, vous voyez, un petit filtre gradué, pour très légèrement venir, en baissant les ombres, assombrir, voilà, juste la partie supérieure. Et ça, j'aime bien faire ça parce que ça accentue cet effet un peu tunnel, où en mettant un dégradé sombre, bah, ça accentue le regard vers la partie claire de manière encore... voilà, c'est un petit peu plus visuel. Et donc là, je vais mettre, je vais l'appeler GND sup pour GND supérieur, et je vais faire la même chose. Donc je vais prendre et je vais faire de manière très très légère, à nouveau c'est très subtil, voilà, très légèrement sur le bas, donc au niveau des ombres, voilà, et lui je vais l'appeler GND inf. Voilà, ok, et là je désactive et je ferme mes réglages locaux. Ok, donc là, eh bien, j'ai ma photo finale. Donc si je fais maintenant, donc on va faire la comparaison, donc avec la géométrie, c'est-à-dire avec le recadrage, hein, donc on fait un avant-après, et donc là, la comparaison avant-après, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop là, on va changer l'affichage, et là, vous voyez, on va faire une vue fractionnée. Voilà, donc, et même, vous savez quoi, soyons des petits fous, hein, on se met en plein écran. Donc voilà, vous avez la photo, donc à gauche, qui est l'avant, à droite l'après. Donc vous voyez, ce qu'on a fait, c'est que on a mis du contraste sur notre photo, et vous voyez que aussi ce qui a été très important, c'est au niveau du profil, le fait de mettre là le profil du Sony a fait qu'on a retrouvé, vous voyez, au niveau vraiment des tons les plus clairs, on a retrouvé quelque chose qui est beaucoup plus, je trouve, naturel, alors que vous avez vu là, c'était presque plat en fait en termes de rendu, et là vous avez vu, on a retrouvé vraiment beaucoup de détails, etc. Et surtout, on a rééquilibré, on avait une photo qui au départ sur le color neutre de DxO qui était plutôt, vous voyez, c'est plutôt, quand vous le regardez, c'est presque rouge, hein, rouge orangé, alors que là, vous voyez, on a quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, et de manière assez subtile, là, vous voyez sur le dessus, là, vous voyez qu'on a mis un peu de contraste sur les nuages pour faire cette sensation un petit peu de tunnel, alors que vous voyez, là, c'était plutôt homogène, pareil en bas, et là, vous avez surtout, donc, le ciel qui est mis en avant avec les rayons lumineux. Enfin voilà, donc j'espère que notamment tout ce qu'on a vu sur tout ce qui est courbe, des tons, etc., ça a pu vous aider. Si vous avez des questions les amis, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai de vous expliquer. Si il faut à terme faire quelque chose vraiment sur la courbe des tons, etc., eh bien on fera un tuto dédié. Mais voilà, donc j'espère que ça a pu vous aider. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très vite les amis pour un nouveau tuto.